Il est né Hamid Haït Taleb avant de devenir Xavier Leclerc, traduction en français de son patronyme algérien, un changement de nom qui lui a permis de faire une brillante carrière dans le secteur du luxe. Mais c'est surtout par sa littérature que Xavier Leclerc s'est fait connaître. Son dernier roman intitulé Le pain des Français a été publié en avril dernier aux éditions Gallimard. Xavier Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Christian. Bonsoir, Lydia. Le pain des Français, racontez-nous de quoi parle ce roman que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs. Oui, j'ai adoré ce roman. Un roman qui est né d'une découverte macabre, la découverte par l'auteur Xavier Leclerc de milliers de crânes emmagasinés dans les sous-sols du Musée de l'Homme à Paris. Et parmi ces crânes, celui de Zora, une fillette kabyle décapitée en 1845 par un soldat français. Nous étions en pleine conquête coloniale en Algérie. Et en essayant de redonner vie à Zora, Xavier Leclerc nous raconte d'abord en partie sa trajectoire de fils d'immigrés algériens en France, tout en nous rappelant que l'histoire coloniale a notamment été faite aussi de massacres et d'assujettissements. Et pour commencer, je voulais vous demander, Xavier Leclerc, ces milliers de crânes qui sont encore entreposés aujourd'hui au Musée de l'Homme à Paris, est-ce qu'ils proviennent tous de massacres coloniaux et dans quelles circonstances est-ce que vous avez fait cette découverte? Oui, il y a 18 000 crânes aujourd'hui dans le Musée de l'Homme, dont 9 000 issus des ex-colonies. Ces crânes faisaient respectivement partie de collections privées, essentiellement de chirurgiens militaires qui les récoltaient. Au départ, ce sont des têtes qui ensuite deviennent des crânes, numérotés à la main. Et on s'en sert à la fois comme trophée, comme souvenir ou comme cadeau, comme on offrirait une carte postale ou une tour Eiffel en plastique. Votre héroïne, la petite Zora, a été décapitée, comme l'a dit Christian, en 1845, année durant laquelle fut commis dans le nord-ouest algérien l'un des pires massacres de la conquête coloniale française. On parlait alors d'enfumade. De quoi s'agit-il exactement? Les enfumades, c'est une technique inventée par les Français durant cette colonisation qui en réalité a commencé en 1830 mais qui s'est terminée en 1904. Pendant des décennies, on a pacifié, autrement dit envahi les différents territoires, les différentes régions. Et les enfumades consistent à simplement allumer des buissons, créer de la fumée qui intoxique les villageois, hommes, femmes, enfants, réfugiés dans ces grottes. Donc ce sont des génocides, littéralement quadrillant le territoire. Et l'idée de ce roman, c'était de mettre en lumière cette brutalité coloniale, mais c'était aussi d'offrir un visage à ces vies qui ont été si souvent déshumanisées. Alors, votre livre, c'est aussi une invitation à connaître dans les moindres détails cette histoire coloniale. Et selon vous, cette histoire coloniale, pourquoi elle est si importante aujourd'hui, et en particulier pour la jeunesse africaine, par exemple? Elle est fondamentale pour la jeunesse africaine comme pour la jeunesse en Europe. Parce que cette histoire, c'est avant tout l'histoire de l'Europe. L'histoire de la colonisation, c'est l'histoire d'une Europe qui entreprend un impérialisme et qui envahit ces pays. Je crois que c'est important de le rappeler. Ce livre, c'est une invitation à déplacer le regard, à déplacer cet ethnocentrisme, européanocentrisme que l'on a. Je pense que l'Afrique, c'est le berceau historiquement et ethnologiquement de l'humanité. Et je pense qu'il est temps de réattribuer toute cette richesse dont on a privé l'Afrique pendant très 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 longtemps et de réhumaniser ces vies et ces cultures si longtemps ignorées. Et moi, j'y vois une source d'apaisement. Je pense que connaître ces cultures et cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, c'est une forme de thérapie collective et c'est l'occasion de se guérir mutuellement et d'apaiser les deux rives. Alors, vous le disiez à l'instant, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et vous dites aussi que c'est le centre du monde. Quelle est la portée que vous donnez à ces affirmations, Xavier Leclerc? Eh bien, je pense que l'Afrique ne peut pas se résumer aux immenses ressources dont a bénéficié l'Europe. Je pense aux minerais, je pense au territoire si riche de tous ces pays. Je pense que l'Afrique ne peut pas se résumer à cela. L'Afrique, ce sont d'immenses cultures
des philosophies, des littératures, de la musique, de la poésie. Et ce livre, c'est une invitation à réhumaniser, réinvestir l'Afrique à travers l'histoire de cette petite Algérienne décapitée effectivement en 1845. Alors vous avez lancé une pétition en ligne pour la restitution du crâne de la petite Zora. On se souvient qu'en août dernier, 3 crânes ont été restitués à Madagascar par la France. Absolument. Ces restitutions sont-elles suffisantes pour enclencher l'apaisement et la réconciliation que vous appelez de vos voeux? Elles ne sont pas suffisantes dans la mesure où on doit d'abord et avant tout enterrer les préjugés, enterrer la haine, enterrer le racisme. Ça, c'est ma priorité. Ensuite, pour ce qui concerne la restitution, c'est une question de dignité. On ne peut pas se contenter d'avoir des crânes dans des boîtes à chaussures, numérotés à la main, 9000 sous la Tour Eiffel, littéralement, aujourd'hui. C'est pas possible. Ce serait une manière de faire réverbérer dans l'histoire cette déshumanisation. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun Français n'est responsable de ce qui s'est passé en 1845. Donc il ne s'agit pas de repentance ou de culpabilisation. Il s'agit juste simplement de reconnaître cette douleur collective et de la dépasser ensemble, si c'est possible. Mais c'est aussi une source de dialogue, d'apaisement. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'Algérie a pris à cœur cette demande, cette pétition. Et la ministre de la Culture algérienne, Mme Malika Bendouda, va prochainement faire la demande formelle à son homologue Rachida Dati. Donc j'ai très très bon espoir que non seulement Mme Dati va accepter, je l'appelle de tous mes voeux, la restitution en prononçant un décret, comme elle l'a fait pour ces 3 crânes malgaches. Mais j'ai aussi bon espoir que ce sera une très belle occasion de dialogue, d'apaisement, dans un esprit vraiment de fraternité. Et je pense qu'il ne s'agit pas de rancune, personne ne perd à cette histoire. Je pense qu'enterrer en l'occurrence cette petite dignement, je pense qu'on s'élèvera tous collectivement. C'est très important de le rappeler. Ce n'est pas un combat que je mène, c'est un appel au dialogue. Ça, c'est très important. Alors, le titre de votre livre, Le pain des Français, est en lien avec l'histoire coloniale dont nous parlons depuis le début de cette interview. Mais il a pour vous une signification très particulière dans le cadre de ce roman. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sa signification, en tout cas celle que vous donnez à cette expression ici? Alors, le pain, pour moi, anthropologiquement, c'est le cœur de la vie. Il se trouve que pour l'anecdote, mon enfance dans les années 80, moi l'enfant de parents algériens, une famille de 9 enfants, nous avons grandi en banlieue de Normandie. Je raconte cette histoire qui me sépare d'elle. Je suis né moi aussi comme elle dans les montagnes kabyles et 141 ans nous séparent. Il se trouve que le pain, c'est le cœur de la famille, c'est le cœur de ce qui nous nourrit. Je pense que nier le pain à quelqu'un, c'est lui nier son humanité. C'est pour ça que je raconte dès la première page cette anecdote assez douloureuse en réalité. Alors je vais lire ces premières lignes extrêmement émouvantes dont vous parliez à l'instant. Ici, on ne vend pas le pain des Français au bougnoul. 10 baguettes, et encore quoi? Éructa le boulanger, les bras croisés derrière sa longue vitrine de pâtisserie. J'avais 6 ans, et mon père, qui me tenait par la main, en resta sans voix. Le regard vert et incandescent, il serrait sa mâchoire anguleuse. Mon père était aussi tourmenté par son passé que par l'avenir de sa famille nombreuse, pour laquelle il avait tout sacrifié. Lui, l'ouvrier si digne qui était toujours vêtu d'un costume noir et d'une cravate, ignorait qu'il dégageait l'air déchirant d'un oiseau kabyle en voie d'extinction, une sorte de dodo des montagnes qui avait tour à tour survécu à la famine, à la guerre, puis à l'usine. Des lignes absolument magnifiques. Merci infiniment. Le dodo dont vous parlez ici, il n'existe pas en Algérie, rassurez-moi. Non, non, et j'espère vraiment que ce livre sera compris aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire un appel à comprendre ce boulanger raciste des années 80. C'est aussi un boulanger qui, lui, est traumatisé par la guerre d'Algérie, qu'il a connue quand il avait 20 ans. C'est toute une génération. C'est pour ça que quand on parle de colonisation, il faut avoir en tête qu'il s'agit de se guérir collectivement, quelles que soient nos origines. Et ce boulanger qui éructe des choses aussi horribles et racistes, nul n'est méchant volontairement. Il en est là parce que lui aussi a été traumatisé par la guerre. La guerre ne se gagne pas, elle ne laisse que des malheureux. Et il est temps de parler de paix, de réconciliation et d'apaisement. Même à travers l'histoire douloureuse de cette magnifique Zora. Merci Xavier Leclerc d'être passé nous voir. Je rappelle que votre dernier roman, Le pain des Français, a été publié aux éditions Gallimard.